La clé tourna dans la serrure aussi silencieusement que si la personne de l'autre côté de la porte avait eu peur de réveiller quelqu'un endormi. Apolline Vasseur ouvrit les yeux et ne comprit pas immédiatement où elle se trouvait. Sa gorge la brûlait et ses tempes palpitaient, il faisait une chaleur étouffante sous la couverture. Elle était allongée sur le canapé du salon, où elle avait trouvé refuge 1 heure plus tôt, juste après être rentrée du travail. Les rideaux étaient tirés, la télévision était éteinte et la cuisine était vide. Tout semblait indiquer que la propriétaire des lieux était sortie faire des courses et ne rentrerait pas avant le soir. De l'autre côté de la porte, le métal bougea à nouveau. Apolline retint son souffle. Maxence était en voyage d'affaires. La veille au soir, il avait rangé ses chemises dans son sac de voyage, l'avait embrassée pour lui dire au revoir et lui avait dit de ne pas jouer les héroïnes si elle se sentait plus mal. Le matin, il lui avait envoyé un SMS confirmant qu'il avait atterri. Journée compliquée. Je t'appelle après la réunion. Elle l'avait lu près du comptoir de la pharmacie, alors qu'elle avait déjà conscience de ne même plus avoir la force de parler aux fournisseurs. Vers midi, sa faiblesse était si sévère que Céline, l'assistante administrative, lui avait retiré le classeur des mains. « Rentrez chez vous, Madame Vasseur, nous allons nous occuper de tout. Je garderai un œil sur le téléphone. » avait dit Céline. « Vous tenez à peine debout. Discuter ne servait à rien. » Elle avait prévenu le personnel commandé un VTC et 20 minutes plus tard, elle montait déjà dans son appartement à Lyon. Chez elle, tout avait suivi la routine habituelle, chaussures dans le placard manteau, sur le porte-manteau sac à main, sur la commode. Elle n'avait pas eu envie d'entrer dans la chambre depuis ce matin-là. Une forte odeur de médicaments et des fenêtres fermées y persistait. Apolline tira un fin plaid de la commode, s'effondra sur le canapé, se couvrit presque jusqu'à la tête et tomba profondément endormie. Maintenant, quelqu'un entrait dans son appartement avec une clé. Le loquet de sécurité n'était pas enclenché. Apolline glissa du canapé. Ses pieds touchèrent le tapis. Ses genoux tremblaient. Elle réussit à se cacher derrière le haut dossier et pressa sa main contre ses lèvres. De là, elle pouvait voir le couloir, un coin de l'entrée, et la porte entr'ouverte de la chambre. Maxence entra. Il ne prononça pas son prénom, il ne dit pas comme à son habitude « Je suis rentré ». Il n'alluma pas la lumière, il portait la veste de voyage qu'il avait prise la veille. Il retira ses chaussures, les laissa pointer vers la porte et écouta attentivement. Apolline ne bougea pas. Son mari passa juste devant le salon. Ses pas semblaient prudents, comme s'il n'était pas chez lui. Une latte du parquet grinça dans la chambre. Apolline pouvait voir une partie du lit et son oreiller. Celui le plus proche de la porte était celui sur lequel elle avait dormi après être tombée malade. Maxence sortit une petite fiole en verre sombre de sa poche intérieure, dévissa le bouchon, se pencha au-dessus du lit, et une goutte tomba sur la taie d'oreiller, puis une deuxième, puis une troisième. Le tissu ne révéla rien. Pas de tache, pas de brillance, pas d'odeur. Il absorba simplement le secret de quelqu'un d'autre. Maxence arrangea l'oreiller comme un mari attentionné avant que sa femme n'aille se coucher. Il enveloppa la fiole dans un mouchoir en papier, la plaça dans un petit sac en plastique, la remit dans sa poche intérieure, puis regarda la table de chevet, prit une photographie encadrée et la remit instantanément à sa place. Sur la photo, ils posaient tous les deux à la maison de campagne au bord du lac d'Annecy qui appartenait au père d'Apolline. Il fit une pause d'1 seconde, mais son visage ne s'adoucit pas. Un téléphone vibra dans le couloir. Maxence jura presque de manière inaudible. Il quitta rapidement la chambre et se dirigea vers la porte. Près du salon, il s'arrêta. Apolline pouvait voir son épaule et sa main posée sur l'encadrement de la porte. Il lui sembla qu'il allait entrer, qu'il verrait le bord de la couverture rejeté, qu'il remarquerait ses pieds nus. La couverture avait été laissée sur le canapé de l'autre côté. Il n'y avait pas de tasse sur la table. Son sac était dans le placard. L'appartement resta silencieux. Maxence partit. La serrure cliqua et ce n'est qu'alors qu'Apolline réalisa qu'elle avait à peine respiré tout ce temps. Elle resta derrière le canapé jusqu'à ce que les pas s'évanouissent dans la cage d'escalier. Elle s'approcha de la fenêtre. Dans la ruelle en contrebas, il y avait une voiture grise de la couleur de l'asphalte mouillé. Au volant se trouvait une femme avec un foulard et de grandes lunettes de soleil. Le montant de la voiture et le reflet de la vitre cachaient son visage. Maxence monta du côté passager. La femme tourna la tête vers lui. Il lui dit quelque chose. Il fit un geste brusque de la main et le véhicule sortit de la ruelle. Apolline réussit à mémoriser la plaque d'immatriculation. Elle regarda la voiture s'éloigner et pour la première fois, elle envisagea la possibilité que son mari ait une maîtresse. Maintenant, cela ne ressemblait plus à un malentendu.
Un parfum étrange sur l'écharpe de Maxence, un reçu d'un magasin de meubles hors de prix au Brotteaux, un sourire tard le soir devant l'écran de son téléphone, l'irritation quand Apolline lui demandait pourquoi il rentrait encore tard. Il trouvait toujours une excuse, un client, un rapport les bouchons dans le tunnel de Fourvière, ou sa mère et sa sœur. Sa sœur s'appelait Rosalie, 3 jeunes enfants. Son mari Bastien buvait et évitait de travailler. L'argent disparaissait de cette maison. Apolline achetait des chaussures pour ses nièces et son neveu transférait de l'argent pour les médicaments et payait pour leurs activités extrascolaires. Mais Geneviève Dubois, la mère de Maxence, acceptait l'aide comme si sa belle-fille lui tendait les miettes du gâteau de quelqu'un d'autre. « Tu as tout, Apolline », disait sa belle-mère lors des dîners de famille. Pendant ce temps, les enfants de Rosalie grandissent. Ils sont le sang de notre sang. Dans ces moments-là, Apolline baissait les yeux. Elle-même n'avait pas d'enfant. Après une grossesse qui n'était pas arrivée à terme, Maxence avait juré qu'ils se suffisaient à eux-mêmes. Elle l'avait cru, mais Geneviève parlait de plus en plus des enfants de Rosalie comme s'ils étaient ceux qui devaient combler ce vide. Apolline s'éloigna de la fenêtre. Sur le lit de la chambre reposait l'oreiller, une taie d'oreiller blanche ordinaire, un objet silencieux contre lequel elle pressait son visage chaque nuit. L'idée que Maxence ait planifié quelque chose de terrible lui donna la nausée. Elle ouvrit un tiroir de la cuisine, trouva ses gants de ménage en caoutchouc, les enfila et attrapa un sac de congélation propre. Elle entra dans la chambre de côté comme s'il n'y avait pas d'air là-dedans, mais plutôt un filet invisible. Elle retira la taie d'oreiller avec précaution sans toucher le centre. Elle scella le sac, le laissa sur le plan de travail, puis se lava les mains, elle jeta les gants. Son téléphone clignota. Un SMS de Maxence. « Comment tiens-tu le coup au travail ?» Ma réunion a duré plus longtemps que prévu. Apolline fixa la phrase jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Il se tenait juste là, il y a 10 minutes, à côté de son oreiller montant dans une voiture sous la fenêtre, et maintenant il envoyait un SMS depuis son faux voyage. Elle tapa « J'ai mal à la tête, je revois des papiers à la pharmacie. Je t'enverrai un message plus tard. » Avant de l'envoyer, elle le relut. S'il pensait qu'elle était à la maison, il reviendrait, appellerait sa mère ou inventerait un nouveau mensonge. Apolline appuya sur envoyer et laissa le téléphone face vers le bas. Ensuite, elle prit des photos. Le lit, l'oreiller sentait, le sac, l'horloge murale, la porte d'entrée. Dans le couloir après les vols de colis de l'année dernière, le syndic de copropriété avait installé une petite caméra. Les images étaient sauvegardées. Maxence était entré dans l'appartement à 13h26 et était reparti 8 minutes plus tard. Son visage était visible. Apolline envoya la vidéo par email à son adresse de secours. Elle s'assit dans la cuisine à côté du sac pendant une demi-heure. La faiblesse n'avait pas disparu, mais la peur aiguisait ses pensées. Elle ne pouvait pas sentir le tissu, elle ne pouvait pas le laver, elle ne pouvait pas hurler sur Maxence au téléphone. Elle devait appeler quelqu'un. La première personne qu'elle composa fut son amie Solange. « Où es-tu » demanda son amie. « Ta voix semble enrouée. »« Je suis à la maison Solange. » Si un liquide inconnu était versé sur un oreiller, cela pourrait être dangereux. La pause fut plus longue que la réponse. « Qui l'a versé, Maxence ? Mais je croyais qu'il était parti en voyage. »« Moi aussi, j'ai touché le tissu avec des gants. » « N'ouvre pas le sac, ne le sens pas. Verrouille la chambre et viens me voir, apporte les enregistrements. » Apolline attrapa le sac, son permis de conduire et son dossier médical. Elle laissa leur vieille iPad sur la table basse. Il n'avait presque plus de batterie. Avant de partir, elle vit le jeu de clés de rechange de Maxence suspendu au crochet dans l'entrée. Elles étaient à leur place. Cela signifiait qu'il était entré avec une autre clé. Un mois auparavant, Maxence avait insisté pour changer la serrure. Le serrurier était venu l'après-midi où Apolline était prise avec un fournisseur. On leur avait remis 2 jeux de clés. Personne n'avait mentionné un troisième. Dans la cage d'escalier, elle croisa Madame Moreau. Apolline. « Vous êtes là, je pensais que vous étiez tombée malade au travail. J'ai demandé à partir plus tôt. Votre mari est passé par ici avec une femme dans une voiture. J'ai même trouvé que le voyage d'affaires était drôlement court. Avez-vous vu son visage ? Foulard et lunettes de soleil. Elle n'avait pas l'air d'une maîtresse pour être honnête. Elle était assise là en ayant l'air d'être la patronne. » Apolline essaya de sourire. « Si Maxence vous le demande, vous ne m'avez pas vu. » Madame Moreau fronça les sourcils. « Compris. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. »
À la clinique, Solange prit le sac, appela le docteur Fabrice Renaud, le toxicologue du laboratoire, et organisa une analyse préliminaire. Ensuite, elle força Apolline à appeler maître Vivienne Mercier, une avocate et une vieille connaissance de son père. « Parlez calmement », dit Vivienne sans tirer de conclusion hâtive. « Juste les faits. » Apolline lui raconta tout. Les vertiges, le canapé. La clé Maxence, la fiole, l'oreiller, la voiture, le SMS du prétendu voyage d'affaires. « Ne retournez pas seul chez vous, je le dois. » Si je n'y retourne pas, Maxence se doutera de quelque chose. Alors, n'initiez aucune conversation avec lui sur ce qui s'est passé. Remettez le tissu au spécialiste. Faites des copies des enregistrements. Ne soyez pas la première à appeler votre mari. Le docteur Fabrice Renaud récupéra le sac 1 heure plus tard. Ne dormez pas dans ce lit et ne restez pas seul avec votre mari sans témoin jusqu'à ce que nous sachions ce qu'il y a sur le tissu. Il dit le mot mari de façon à ce qu'il sonne presque comme une moquerie. L'homme qui était censé protéger son sommeil aurait pu le transformer en piège. Ce soir-là, Apolline rentra chez elle. Solange la supplia de rester, mais elle en décida autrement. Si Maxence voyait l'appartement vide, il se mettrait à chercher la tête d'oreiller, appellerait sa mère, vérifierait les messages. Apolline voulait qu'il pense que tout se passait comme prévu. Madame Moreau passa la tête par sa porte quand elle monta. « Est-ce que tout va bien ? » ?»« Je ne sais pas, je serai chez moi ce soir. Venez prendre un café. »« Merci. » Rien n'avait changé dans l'appartement. Apolline verrouilla la porte, mit la chaîne de sécurité, alla dans la chambre, ouvrit la fenêtre et prit une tête d'oreiller propre dans le placard. Elle ne la mit pas sur le précédent oreiller. Elle en prit un autre de la parure d'invité et l'emporta sur le canapé. Dormir dans la chambre était impossible. Maxence appela à 21h. Apolline activa la fonction d'enregistrement sur son téléphone et répondit « Comment vas-tu ? Mieux, je suis passée chez Solange. Pourquoi faire ? La gorge là tout. Tu aurais pu m'envoyer un message, tu es en réunion et je m'inquiète, de toute façon. Pas besoin, nous parlerons demain, tu es à la maison. Oui, une pause. Tu vas dormir dans la chambre ? Apolline regarda la porte fermée. Non, je respire mieux dans le salon, mais tu dis toujours que le canapé te fait mal au dos, aujourd'hui tout me fait mal. Fais comme tu veux, je rentrerai tard demain, je suppose. D'accord. Apolline. Quoi ? Ne fais pas de fixette sur les choses. Tu as été très anxieuse ces derniers temps. Je suis sûre que c'est juste de la fatigue. Repose-toi bien. Il raccrocha. Apolline s'assit sur le canapé, le téléphone à la main. Avant, après ses appels, il lui aurait manqué. Maintenant, elle entendait de l'agacement dans sa voix, pas de l'inquiétude. Cela le dérangeait qu'elle ne soit pas allée dormir dans la chambre. L'heure s'étira interminablement. Elle essaya de boire une tisane, mais l'eau refroidit, sans qu'elle n'y touche, puis son regard tomba sur l'iPad partagé posé sur la table basse à côté de la télécommande. Il y a longtemps, il l'avait synchronisé avec le téléphone de Maxence pour les achats communs, le calendrier familial et les listes de médicaments de Geneviève. L'iPad était déchargé depuis un moment, mais Apolline le brancha machinalement au chargeur. L'écran s'anima. Une fenêtre e-message s'ouvrit. Apparemment, Maxence avait été le dernier à utiliser la tablette et ne s'était pas déconnecté. Apolline voulut fermer l'application. Elle était dégoûtée par la simple idée de lire les messages de quelqu'un d'autre, mais tout en haut se trouvait une conversation avec sa mère. La dernière ligne pouvait être lue sans même toucher l'écran. « Je l'ai fait ». Apolline se figea. Elle ouvrit la discussion. Le texte la frappa avec la force d'un coup de poing. Maxence avait répondu « Oui ». Geneviève lui avait demandé de son côté « C'est bon ? Oui, sauf qu'elle rentre ce soir. » Compris. Elle est au travail. Elle se couchera ce soir. L'important est que tu ne parles pas de divorce, et si ça ne marche pas, ça marchera. Elle a déjà fait des crises. Le médecin confirmera plus tard que c'était une allergie. Delphine me met la pression. Elle a besoin de certitude. Delphine attendra. Après le divorce, tu n'obtiendras presque rien. Après l'enterrement, tout sera à toi. Rosalie et les enfants ne peuvent plus attendre. Apolline relut la dernière ligne, puis encore une fois. De l'autre côté du mur, quelqu'un ouvrit un robinet. Dehors, une portière de voiture claqua. Dans son appartement, le silence devint si épais qu'on pouvait entendre le crépitement du chargeur de l'iPad. Ce n'était pas juste une maîtresse. Ce n'était pas un accès de rage. Ce n'était pas un mensonge accidentel. La mère de Maxence planifiait sa mort comme un moyen de faire de la place pour sa fille, ses 3 petits-enfants et un fils qui avait peur de repartir les mains vides. Apolline retira lentement son alliance et la laissa sur la table à côté de l'iPad. L'écran s'assombrit, mais les mots étaient déjà gravés dans son esprit. Alors que l'aube approchait, Apolline demanda à ce qu'une nuit puisse durer plus longtemps que l'obscurité. Elle ne parvint jamais à s'endormir.
Elle resta assise sur le canapé du salon, enveloppée dans la couverture, fixant l'iPad où les messages des autres avaient cessé d'être de simples messages. Dedans, ils parlèrent de son oreiller, de sa mort, de son appartement. À 6 heures, le fils de la voisine se réveilla en bas. La porte d'entrée de l'immeuble claqua. Un immeuble résidentiel normal entamait une nouvelle journée, mais Apolline restait piégée dans l'horreur de la veille. Elle se leva, alluma la cafetière et l'éteignit aussitôt. Elle ressentit le besoin de frotter le sol, de jeter le lit à la poubelle, d'effacer tout ce que Maxence avait jamais touché de l'appartement. Au lieu de cela, elle se transféra les captures d'écran de la conversation, la vidéo de la caméra, les photos de l'oreiller et la plaque d'immatriculation de la voiture dans la ruelle. À 8 heures, Vivienne appela. « Comment vous sentez-vous » demanda l'avocate sans détour, vivante. « Où avez-vous passé la nuit ?»« À la maison, dans le salon. » Un bref soupir se fit entendre à l'autre bout. « Je vous avais demandé de ne pas rester seule. Si je disparaissais, il l'aurait su. J'avais besoin que Maxence croie que tout se passait comme prévu. Alors, absolument aucune accusation envers votre mari aujourd'hui. Ne vous disputez pas avec votre belle-mère. Nous sécurisons les preuves, nous récupérons le rapport du docteur Renaud, et ensuite nous déposons plainte au commissariat sans faire de scandale strictement par les voies légales. » Apolline regarda vers la porte de la chambre. « Et s'il rentre plus tôt, vous m'appelez moi et la voisine qui l'a vu près de l'immeuble. » Madame Moreau ouvrit sa porte presque immédiatement comme si elle s'attendait à ce qu'on frappe. Elle portait un peignoir tenant une tasse de café à la main. « Entrez simplement, Apolline, » dit-elle. « Vous avez l'air d'avoir votre place partout, sauf ici debout dans le couloir. » Apolline n'entra pas. Elle lui montra juste le téléphone. « Si vous voyez Maxence, sa mère, ou cette voiture aujourd'hui, appelez-moi et ne dites à personne que je suis à la maison. » Avez-vous des ennuis ? La question semblait simple, sans curiosité, morbide, il semblerait. Alors vous avez mon numéro. En plus, j'ai un Judas propre, une bonne mémoire, et je sais tenir ma langue. En milieu de matinée, Solange lui envoya un message. « Viens, le docteur Renaud est prêt à nous donner une mise à jour préliminaire. » La clinique sentait l'alcool et le café. Solange l'accueillit à l'entrée du personnel, la conduisit dans un petit bureau et ferma la porte. « Assieds-toi d'abord, parle. » Solange plaça un sac à preuves en plastique transparent devant elle. Ce n'est pas un rapport médico-légal officiel, mais il y a des traces d'une substance sur le tissu capable de déclencher une réaction sévère chez une personne présentant une sensibilité confirmée. Dans un cadre domestique, une chose pareille ne se retrouve pas sur une tête d'oreiller par accident. Apolline regardait le papier, mais elle n'arrivait pas à assembler les lettres. Il voulait que j'étouffe. Solange n'essaya pas de l'adoucir. Il voulait que tu t'allonges sur un oreiller imbibé. Le spécialiste déterminera le reste. Je te parle en tant que médecin, mais en tant qu'ami. En ce moment, j'irai le trouver et je lui fracasserai ce visage calme qui est le sien. Mais nous n'avons pas besoin d'une impulsion. Nous avons besoin de résultats. Vivienne arriva à la clinique une demi-heure plus tard. Elle examina la conversation, la vidéo de la caméra, la photo, le rapport préliminaire. Elle lut la phrase de Geneviève sur l'enterrement 2 fois. « Votre belle-mère est très imprudente. Elle ne pensait pas que vous liriez cela. Elles rédigèrent le dépôt de plainte sans se laisser déborder par les émotions. » L'avocate s'en tint au fait, le retour anticipé du travail, l'entrée furtive de l'époux, le liquide sur la tête d'oreiller, les images de la caméra, les messages avec sa mère, la peur pour sa vie. Au commissariat central, ils acceptèrent les documents calmement. Personne ne promit une arrestation immédiate. Apolline redoutait un cirque médiatique, mais fut accueillie par une procédure aseptisée qui représentait la première étape pour se protéger. Après les formalités, Vivienne l'accompagna jusqu'à sa voiture. « Maintenant vient le plus dur, ne pas vous trahir. Votre silence doit ressembler au fait d'être malade, pas au fait de savoir la vérité. Et autre chose, n'allez pas chercher la maîtresse. » Apolline leva les yeux. « Pourquoi pensez-vous que j'avais l'intention de faire ça ? Parce que vous êtes sa femme ? » De retour chez elle, Apolline ouvrit le placard de Maxence, plus comme une épouse à la recherche de preuves, mais comme une femme, essayant de comprendre la vie étrangère qui se déroulait parallèlement à la sienne. Dans la poche d'une veste de costume, elle trouva le reçu du magasin de meubles. La date correspondait à son faux voyage d'affaires de la dernière fois. En bas se trouvait une note livraison du canapé adresse du destinataire. À côté figurait le nom de Delphine Laurent. Apolline s'assit sur le bord du canapé et se releva aussitôt. Il était impossible de s'asseoir là. 1 mois auparavant, Maxence s'était disputé avec elle au sujet du vieux canapé du salon. « Nous devrions moderniser les meubles, avait-il dit. Pourquoi faire ?
Le nôtre est encore très bien. Tu t'attaches à tout, même aux choses. Il s'avérait qu'il avait bel et bien acheté un nouveau canapé, juste pas pour chez eux. Apolline prit le reçu en photo et le remit à sa place. Ensuite, elle chercha le numéro de commande via le compte utilisateur de son mari. La livraison était prévue pour le jour même de 14h à 16h. L'adresse était dans un nouvel immeuble de standing à la Confluence. Vivienne lui avait ordonné de ne pas chercher la maîtresse, mais ce reçu ne contenait pas seulement la trace d'une infidélité. Il contenait la carte de l'avenir que Maxence préparait sans elle. À 14h30, Apolline se tenait près de l'entrée de cet immeuble. Un camion de livraison du magasin de meubles arriva, pile à l'heure. 2 déménageurs sortirent un canapé enveloppé de plastique de protection. 1 minute plus tard, Delphine sortit du hall. Apolline sut instantanément que c'était elle la maîtresse, une femme blonde, svelte, extrêmement soignée, avec un sac à main, onéreux, reposant au creux de son bras. Delphine signa le bon de livraison, vérifia la couleur du revêtement, dit quelque chose au déménageur et monta la première dans l'appartement. Apolline attendit que les déménageurs sortent du hall après en avoir terminé avec le canapé. Ensuite, elle monta à l'étage correspondant et sonna à la porte qui correspondait au reçu. Appartement 20. Il fallut un moment avant que quelqu'un ne réponde. Apolline sonna. « Et c'est qui ?» demanda une voix de femme. « S'il vous plaît, ouvrez la porte, j'ai besoin de vous parler. » Silence. « Je suis la femme de Maxence. » De l'autre côté, on eut l'impression que quelqu'un faisait un pas en arrière. « Maxence n'est pas là. »« Je sais. » La serrure ne cliqua pas. Delphine était derrière la porte, gardant le silence. « Nous avons des choses à nous dire, mieux vaut le faire maintenant pendant qu'il n'est pas là. » La chaîne cliqueta. La porte s'entr'ouvrit de la largeur d'une main. Il n'y avait aucune peur sur le visage de Delphine, seulement de l'agacement et une attitude défensive mal dissimulée. « Si vous êtes venu faire une scène, gardez votre salive. Je ne suis plus une petite fille. » Moi non plus. « Alors pourquoi êtes-vous venu ? » Pour savoir ce qu'il vous a promis. Delphine laissa échapper un petit rire. « Vous voulez vraiment l'entendre. Plus maintenant, mais je le dois. » Elle ne laissa pas entrer Apolline immédiatement. D'abord, elle regarda vers le nouveau canapé comme si le meuble pouvait dicter sa décision. Puis, elle déverrouilla la chaîne et s'écarta. L'appartement sentait les meubles neufs, le parfum cher et le café à moitié bu. Sur le rebord de la fenêtre reposait une écharpe pour homme. L'hiver dernier, Apolline avait elle-même choisi ce cadeau pour Maxence. « Je ne vous propose rien à boire, » dit Delphine. « Je ne suis pas venue pour boire. » « Alors faites vite, Maxence est un homme adulte, votre mariage est vide depuis longtemps, il l'a dit lui-même, les gens se séparent. Il a dit que nous nous séparerions, que tout serait réglé devant les tribunaux. » Delphine détourna le regard. « Je n'aime pas les détails juridiques. Et il vous a promis l'appartement. Ça ne vous regarde pas. »« Si c'est mon appartement, ça me regarde certainement. » Les joues de Delphine devinrent rouges. Il a dit que vous ne vous souciez que des murs et du souvenir de votre père et qu'il a besoin d'une nouvelle famille et d'avoir des enfants. Le mot famille fut d'un coup douloureux, mais Apolline ne se laissa pas vaciller. Avec vous, oui. Je suis venue pour savoir si vous savez dans quoi ils vous ont entraîné. Apolline sortit son téléphone. Elle ne lui montra pas les messages de Geneviève. C'était encore trop tôt. À la place, elle ouvrit la photo de l'oreiller sans la thé et l'image du sac. Hier, Maxence était censé être en voyage d'affaires. Il s'est faufilé chez moi et a versé une substance inconnue sur mon oreiller. Il y avait une femme qui l'attendait dans une voiture. Delphine éclata de rire. Un rire court et sec. « Vous êtes sérieuse ? Ça va trop loin. Je n'étais dans aucune voiture avec lui. Il vous a dit que sa mère avait trouvé une solution. » Le rire s'arrêta. « Comment savez-vous ça ? Donc il vous l'a dit ? Il vous a dit que sa mère connaissait des gens, que le divorce allait être compliqué, que vous prendriez tout, qu'il fallait juste être patient et qu'ensuite il serait libre. Sans divorce, il ne m'a pas donné d'explication et vous n'avez pas posé de questions. Je l'aime. » Apolline regarda le nouveau canapé. « Non, vous attendiez juste qu'une place se libère. » Delphine se retourna brusquement. « Et vous le gardiez à vos côtés par commodité. Il a dit que vous étiez froide, que depuis votre sortie de l'hôpital, vous étiez devenue une personne différente que tout chez vous sans votre père. » Apolline ressentit une vieille douleur, la chambre d'hôpital, le couloir vide Maxence, lui tenant la main après la perte du bébé, pour aller apparemment dire plus tard à une autre femme que sa femme s'était transformée en une ombre dérangeante. Il vous a dit pourquoi j'avais tellement changé. » Delphine resta silencieuse. « Demandez-lui un jour, dit Apolline. Même si vous ne demandez pas,
Vous vous sentirez dégoûté. Que voulez-vous de moi? Ne l'appelez pas. Ne le prévenez pas que je suis venu ici. S'il vous demande de confirmer son alibi de voyage d'affaires, réfléchissez très attentivement. À moins que vous ne vouliez être impliqué dans une affaire criminelle où un mari a tenté de tuer sa femme pour l'héritage. Tuer, vous avez perdu la tête. Non, pour l'instant, je vous préviens juste. Soyez intelligente et éloignez-vous. Apolline se dirigea vers la porte. Une fois dans l'entrée, Delphine parla d'une voix plus basse. « Il ne m'a pas promis votre appartement, il m'en a promis un autre. Il a dit qu'il vendrait celui-ci parce que de toute façon vous n'en seriez pas capable. » Apolline se retourna. « Je n'en serais pas capable, quoi ?» Delphine pressa ses doigts contre ses lèvres. « Rien. » terminait la phrase. « Il a dit que bientôt vous ne seriez plus en état de gérer votre patrimoine, que votre santé est fragile et que sa mère connaît un médecin qui certifierait une allergie chronique. Je croyais qu'il voulait dire vous faire déclarer inapte ou quelque chose comme ça. Je ne savais rien d'un oreiller. » Apolline ouvrit la porte. « Eh bien, maintenant, vous savez, lorsqu'elle sortit dans la rue, elle marcha jusqu'au coin de l'immeuble et ce n'est qu'alors qu'elle s'autorisa à s'arrêter. Sa poitrine la brûlait, mais ce n'était pas une crise de panique, c'était de la rage, une rage pure, incandescente, salvatrice. La peur était toujours là, mais elle ne gouvernait plus chacun de ses mouvements. Ce soir-là, Maxence appela plus tôt que d'habitude. « Tu es à la maison ? » ?»« Oui. »« Comment te sens-tu ? » ?»« Un peu mieux. Je rentre demain. Le voyage s'est terminé plus tôt que prévu. J'en suis contente. Tu es heureuse ? » Apolline regarda sa main sans l'alliance qui reposait dans un tiroir du bureau depuis la veille au soir. Nous devons parler. Il se mit sur la défensive. De quoi ? De Delphine. À l'autre bout du fil, le silence se fit. Qui te l'a dit ? Ça n'a pas d'importance. Tu m'as espionnée, Apolline. Tu es avec une autre femme depuis 1 an. Non, commençons par le téléphone. Et tu voulais commencer à la maison dans mon lit ou sur ton nouveau canapé. Il laissa échapper un souffle. Sa voix devint plus grave. Elle ne représente rien pour moi. À l'adresse de livraison. Apolline, tu ne comprends pas à quel point tout est devenu difficile. Ton travail, le souvenir de ton père, tes murs, tes règles. J'ai toujours été un invité dans cette maison. Apolline ferma les yeux. Et qu'étais-je dans ton plan ? Quel plan ? Restons-en au plan familial pour le moment. Il retrouva rapidement son ton habituel de mari repentant. Pardonne-moi. Oui, j'étais en tort. Delphine est arrivée quand la maison est devenue si vide. Ma mère me mettait la pression. Rosalie n'arrêtait pas de pleurer. Bastien s'est remis à boire. J'étais débordée et j'ai décidé de prendre une maîtresse. Je me sentais seule. J'ai été admise à l'hôpital après avoir perdu notre enfant. Maxence, tu étais seule aussi. Puis il resta silencieux plus longtemps que nécessaire. N'utilise pas ça pour m'attaquer. Je ne t'attaque pas. Je te rappelle juste où était notre foyer. Je viendrai demain et nous parlerons de tout calmement. Viens, mais je ne promets pas qu'il y aura du calme. Elle fut la première à raccrocher. Tard dans la nuit, on sonna à la porte. Apolline pensa que ce serait Madame Moreau, mais sur le pas de la porte se tenait Rosalie sans manteau, portant un vieux pull et tenant son plus jeune enfant dans ses bras. Ses cheveux étaient en bataille s'échappant de son chouchou. Elle avait la lèvre fendue. Le petit garçon dormait, le visage caché dans son épaule. « Apolline, est-ce que je peux entrer juste pour 5 minutes ?» Apolline s'écarta. Que s'est-il passé ? Bastien s'est saoulé. Il a commencé à hurler devant les enfants. Il m'a dit de ne plus m'humilier devant toi parce que bientôt nous allons vivre comme nous sommes censés le faire. Rosalie leva son visage enflé. Maman lui a dit que Maxence allait tout arranger, que l'appartement serait à nous ou que nous aurions l'argent. Je croyais qu'il allait divorcer. Je te le jure, je le croyais. Apolline ne l'interrompit pas. Mais aujourd'hui, Bastien a dit aux enfants que les jours de Tati Apolline sont comptés de toute façon. La plus grande l'a entendu et m'a demandé qui va mourir. « Apolline, que se passe-t-il » Le petit garçon gémit dans son sommeil. Rosalie le serra plus fort. « Je ne savais rien, » murmura-t-elle. « Si maman et Maxence ont fait quelque chose de terrible, dis-le-moi maintenant parce que je ne sais plus dans quel camp est ma famille. » Apolline regarda vers la chambre fermée, vers le canapé où elle avait passé la nuit, vers la femme avec l'enfant sur le pas de la porte, et pour la première fois en ces 2 jours, elle comprit. Les mensonges de Maxence avaient déjà échappé à leur mariage et entraînaient tout le monde autour d'eux dans leur chute. Rosalie se tenait sur le pas de la porte, comme si elle n'était pas venue chez sa belle-sœur, mais à la dernière porte avant le précipice. Son plus jeune fils dormait dans ses bras. L'enfant respirait contre son épaule et frissonnait comme si même le sommeil ne pouvait le protéger des cris récents.
Derrière Rosalie s'étendait l'obscurité du couloir. Apolline recula. Entre. Rosalie franchit le seuil et regarda immédiatement vers la chambre fermée. Sur le canapé, il y avait une couverture. À côté, une tasse avec du café intact. Le salon sentait les médicaments, la peur et une vérité qui ne lui appartenait pas. « Ma fille du milieu est en bas », murmura Rosalie. « Ma grande est restée avec madame Moreau. Bastien criait si fort que les voisins sont sortis. Il t'a frappé ?» Rosalie couvrit sa lèvre fendue. « Il m'a poussée. Je me suis cognée contre le placard. »« Ne le défends pas ici. » Elle baissa les yeux et serra le garçon plus fort. « J'ai honte. » Apolline glissa la chaîne sur la porte et la conduisit dans la cuisine. Rosalie s'assit sur une chaise. Qu'est-ce que Bastien a dit aux enfants? Il est rentré saoul. D'abord, il a exigé de l'argent de moi. Ensuite, il s'est mis à rire en disant « Je suis un idiot de venir te demander des faveurs, parce que très bientôt, tu allais tout nous laisser toi-même. » La plus grande lui a demandé pourquoi Tati Apolline allait nous donner son appartement. Bastien a répondu que parfois, les gens font de la place quand c'est leur heure, et alors je lui ai dit de la fermer. Il est devenu furieux et a dit « Maman avait raison sur le fait que tes jours sont comptés. » Les enfants l'ont entendu, j'ai attrapé le plus petit et je me suis enfui. Le silence tomba sur la cuisine. Rosalie était-tu au courant pour l'oreiller? Elle la regarda. Quel oreiller? La réponse fut trop effrayée pour ressembler à un mensonge. Apolline sortit son téléphone et ouvrit la photo de la thé d'oreiller dans le sac. Ce jour-là, Maxence était censé être en voyage d'affaires. Il est venu ici quand il pensait que je n'étais pas là. Il a versé quelque chose sur mon oreiller et est parti. Une voiture l'attendait. Rosalie regarda la photo et puis la porte de la chambre. Elle ne haleta pas ni ne s'effondra finalement. Maxence n'en serait pas capable. Ta mère lui a envoyé un message disant qu'après le divorce, il repartirait avec presque rien, mais qu'après l'enterrement, tout serait à lui. Rosalie couvrit sa bouche avec sa main. L'enfant sursauta et elle commença à le bercer plus vite. Maman a dit que tout serait bientôt réglé. Elle murmura « Je croyais que Maxence allait divorcer. Elle m'a dit que les enfants auraient une vie normale, que mon frère s'était enfin souvenu de son propre sang, et tu as cru que mon appartement pourrait être le tien. » Des larmes roulèrent sur les joues de Rosalie. « Je pensais que tu étais riche et forte, que tu t'en remettrais comme toujours. » Ces mots firent plus mal qu'une accusation. Que je me remettrais de quoi? Du divorce, de l'humiliation ou de mes propres funérailles? Je ne savais pas, sanglota Rosalie. Je te le jure, Apolline. Je voulais croire que tout se ferait légalement, qu'il partirait, prendrait sa part et que nous louerions un endroit. Je m'interdisais de penser que tu puisses mourir. Apolline s'assit en face d'elle. Geneviève ne te sauvait pas. Elle t'utilisait comme bouclier. C'est ma mère. Oui? C'est pour ça que c'est plus dur pour toi de voir la vérité. Le téléphone de Rosalie vibra sur la table. Le nom de Bastien apparut sur l'écran. Elle tressaillit. Si je ne réponds pas, il viendra me chercher ici, murmura-t-elle. Mets-le sur haut-parleur. Rosalie accepta l'appel. Où es-tu? Rugit son mari. Chez la fille de riche Apolline. Il attrapa son propre téléphone et alluma l'enregistreur. Ne crie pas, les enfants peuvent t'entendre, dit doucement Rosalie. Je m'en fous. Reviens et demande-lui l'argent. De toute façon, si toute sa fortune va être à nous bientôt, elle peut nous faire une avance. Bastien, tais-toi. Ta chère maman l'a dit elle-même. L'affaire est presque conclue. Maxence n'est pas stupide. Il prendra ce qui est à lui. Tout le monde s'en fout de cette femme sans enfant. Tu as dit ça devant les enfants. Rosalie pâlit, et bien qu'il s'habitue à la vérité. Apolline mit fin à l'appel. Le plus jeune garçon se réveilla et commença à gémir doucement. Rosalie le pressa contre sa poitrine. « C'est comme ça qu'elle joue, » dit Apolline. « Avec ton désespoir, avec son alcoolisme, avec la peur des enfants, avec ma douleur, et avec l'avidité de Maxence. » Des pas se firent entendre dans le couloir. Madame Moreau amena les filles aînées. La petite fille tenait sa sœur par la manche. Elle avait une expression sur le visage qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir. « Maman, on ne rentre pas à la maison ?» demanda-t-elle. Rosalie essaya de sourire mais n'y parvint pas. « Non, Léonie, pas tout de suite. » Apolline s'agenouilla devant la fille. « J'ai une amie, elle est médecin, vous serez en sécurité chez elle. Tu vas aller là-bas avec ta maman et demain les adultes trouveront comment vous aider. Papa va nous trouver aujourd'hui. » Non. Madame Moreau avait déjà son téléphone à la main. « J'ai appelé un VTC, c'est un chauffeur que je connais. Il me conduit à la périphérie. Il sait tenir sa langue. »
20 minutes plus tard, Rosalie quitta l'appartement avec les enfants. À la porte, elle se retourna. « Apolline, je jure que je ne savais pas. Maintenant, tu sais, j'ai peur de maman. Eh bien alors, pour la première fois, ne fais pas ce qu'elle attend de toi. » La porte se ferma. Apolline s'appuya contre le mur. Le salon était à nouveau vide, mais le murmure de la petite fille y persistait. Les jours de Tati Apolline sont comptés. La phrase d'un ivrogne né des conversations familiales d'autres personnes. Le matin, Maxence revint. Apolline le vit par le Judas. Il avait des fleurs dans les mains et un sourire forcé sur le visage. Il avait l'habitude d'apporter ses bouquets après les disputes pour rendre la culpabilité plus jolie. Elle n'ouvrit pas la porte tout de suite. D'abord, elle appela Madame Moreau. La voisine sortit dans le couloir avec un sac poubelle. Je peux entrer ?» demanda Maxence. Parle de là où tu es. » Il jeta un coup d'œil à la voisine debout derrière elle. « Apolline, nous sommes mari et femme. Vous l'étiez hier aussi. Je ne comprends pas ce ton. » Eh bien, commence par la chose la plus simple. Pourquoi as-tu menti sur le voyage d'affaires ? Il se figea une seconde, mais trouva rapidement une réponse. « Je ne voulais pas te contrarier. J'avais des choses à faire en ville avec Delphine. » Les fleurs s'abaissèrent légèrement. « Elle t'a appelé. »« Non, je suis allée la voir moi-même. » Fantastique. Maintenant, tu te consacres à rendre visite à mes connaissances pour m'embarrasser. Tu le fais très bien tout seul. Delphine ne représente rien pour moi. Et le nouveau canapé est une erreur. Chérie Apolline, ça suffit. Je suis déjà en tort. Je suis un désastre. Ma mère me met la pression. Rosalie se noie. Bastien boit. J'étais tiraillée entre tout le monde. De qui as-tu pitié maintenant ? De nous, non de toi-même. Il fit un pas en avant, mais Apolline ne recula pas. « Je t'aime. » Madame Moreau toussa discrètement. Maxence serra les lèvres. « Nous pouvons parler sans public. Tu ne vas pas me faire passer pour un monstre. Beaucoup de maris rentrent en douce de leur voyage. » Le visage de Maxence se crispa. « Que veux-tu dire par là ? Pour l'instant, rien. » Il réalisa que la porte se fermait. « Je reviendrai ce soir. Nous parlerons comme des gens normaux. Ne viens pas sans me prévenir. Cet appartement est à moi. » Non, Maxence, tu es enregistré ici. Mais l'appartement est à moi, tu t'en souviens très bien, et ta mère aussi. Il leva les yeux brusquement. Ne mêle pas ma mère à ça ? Elle s'en est mêlée toute seule. Maxence ne répondit pas. Il ramena les fleurs vers lui comme s'il regrettait d'avoir laissé ne serait-ce que ce pathétique signe de réconciliation, et il descendit les escaliers. Après le déjeuner, Geneviève débarqua. Elle n'avait pas appelé avant. Elle arriva avec un sac de fruits et l'attitude d'une femme qui a le droit d'entrer chez quelqu'un d'autre. Apolline n'ouvrit pas immédiatement, mais sa belle-mère frappa à la porte avec insistance. « Apolline, je viens en paix. Je ne me sens pas bien. »« Eh bien, c'est exactement pour ça que je suis là. » Elle entra dans la cuisine. « Maxence m'a appelée. Tu es distante avec lui. Tu fais une erreur. Un homme trébuche, et la femme doit être compréhensive. »« Vous dites ça à cause de Delphine. Elle aussi. Une vipère qui s'est accrochée à lui. Ça arrive parfois. Le plus important, c'est la famille. » « Quelle famille ?» Geneviève plissa les yeux. Celle de Maxence, la mienne, celle de Rosalie, celle de 3 enfants qui n'y sont pour rien. Tu as vu toi-même comment ils sont habillés. Je leur ai acheté des vêtements, quelques manteaux d'hiver, divers médicaments. Apolline, tu possèdes une pharmacie, des espaces commerciaux, un appartement. Pour toi, ce sont des miettes. Et pour vous, que suis-je ? La femme de mon fils, tant que ça marche. Sa belle-mère eut un sourire tordu. Tu n'as pas d'enfant, Apolline. Est-ce si dur pour toi de comprendre une grand-mère avec des petits-enfants affamés ? Apolline se retourna lentement. Ne redites jamais ça devant moi, comme si j'avais choisi moi-même que la chambre d'enfant soit vide. N'utilisez pas cette tragédie comme bouclier. Maxence est un jeune homme, il a besoin d'un foyer où des gens l'attendent, pas d'un musée dédié à ton père. Êtes-vous venu pour parler de mon mariage ? Je suis venu pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Vous avez déjà essayé et je ne paie pas l'avidité des autres de ma vie. Geneviève se leva. Donc, Rosalie est déjà venue en courant pleurer chez toi. Elle est faible, elle l'a été toute sa vie et tu es très forte. C'est très facile pour toi de juger. Son mari a mis sa fille à la porte de la maison la nuit dernière en étant soûl parce que vous lui avez mis dans la tête que bientôt nous serions extrêmement riches. Je ne suis pas responsable du fait que votre gendre boive, ni du fait que Rosalie soit trop effrayée pour le quitter, ni du fait que Maxence me trompe, et je ne suis pas non plus obligée de mourir pour qu'il y ait plus de place dans le monde pour vos petits-enfants. La gifle résonna sèchement. La joue d'Apolline brûlait,
Elle trébucha, heurta son épaule contre le placard, mais resta sur ses pieds. Madame Moreau apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Geneviève, gardez vos mains pour vous. » À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Maxence avait apparemment la fameuse clé de rechange sur lui. Il se figea dans l'entrée. Sa mère se tenait à côté de la table. Apolline se tenait la joue. La voisine bloquait le passage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. « Ta femme manque de respect à ta mère ?» dit Geneviève. Maxence ne regarda même pas Apolline. Il attrapa sa mère par le coude. « Tu vas tout gâcher !» siffla-t-il. Apolline baissa lentement la main. Que va-t-elle gâcher exactement, Maxence ? Il réalisa qu'il en avait trop dit, lâcha sa mère et fit un pas en arrière. Les nerfs, la conversation, tout ce que j'essayais de réparer, j'essayais Apolline. Pas maintenant. Geneviève fut la première à réagir. « Allons-y, mon fils. Nous avons déjà été condamnés ici. »« Et laisse la clé, » dit Apolline. Maxence fronça les sourcils. « Quelle clé ? » ?»« Celle avec laquelle tu viens d'entrer. Je ne savais pas pour ce troisième jeu. »« Ne dis pas n'importe quoi. » Madame Moreau sortit son téléphone. « Je peux appeler la police nationale pour que vous leur expliquiez si c'est n'importe quoi ou pas. » Maxence sortit la clé de sa poche et la jeta sur la table de l'entrée. Le cliquetis du métal fut bref et hostile. Lorsqu'ils partirent, Apolline s'assit sur une chaise. Sa joue la brûlait, mais à l'intérieur, elle ressentait un calme étrange. Leur masque était tombé devant un témoin. En fin d'après-midi, Delphine appela. « C'est moi, » dit Delphine. Sa voix ne semblait plus arrogante. « Est-ce que je peux venir vous voir ? Pourquoi faire ? Maxence est venu me voir. Il m'a demandé de confirmer que j'étais avec lui le jour de votre incident. Il m'a dit que si je l'aime, je dois l'aider et je n'ai pas confirmé. Il a frappé le mur juste à côté de ma tête. Ensuite, il m'a dit que sans lui, j'allais être coincée à vendre des meubles jusqu'à la retraite. Avez-vous enregistré quelque chose de tout ça après la frayeur ? » 1 heure plus tard, Delphine était assise dans le salon d'Apolline sans maquillage. Elle avait l'air plus jeune et plus en colère. Elle tenait son téléphone sur ses genoux. « Je ne suis pas venue pour m'excuser, » dit-elle. « Je ne sais pas comment et je ne veux pas mentir. Je savais qu'il était marié. J'avais l'intention de vous le prendre. Je pensais que vous étiez faible, maladive, à l'aise. C'est comme ça qu'il vous décrivait. Merci pour votre honnêteté. Ne me remerciez pas, je me suis comportée de façon dégoûtante, mais je n'avais aucune intention de vous tuer. » Elle ouvrit la discussion. Maxence avait écrit « Tout sera bientôt réglé et ça ne passera pas par le tribunal. Sois patiente. Ensuite, maman sait comment faire sans se salir les mains. » Et plus bas, « L'important est qu'Apolline ne commence pas à aller chez les médecins prématurément. » Apolline fit une copie. « Pourquoi ne l'avez-vous pas appelé après ma visite ? Parce que je vous ai vu et j'ai réalisé qu'il ne me promettait pas une nouvelle vie, mais la place d'une morte. Vous ne pouvez pas dormir sur un canapé comme ça. » Apolline faillit sourire. « Vous remettrez officiellement ces messages à l'inspecteur. »« Oui, par l'intermédiaire de mon avocate. Je ne veux pas être la prochaine idiote sur sa liste. » Après le départ de Delphine, l'appartement semblait différent. La peur, les mensonges, l'envie des autres et les pleurs d'un enfant l'avaient retraversé. Mais maintenant, la vérité n'avait pas seulement été entendue par les murs. Maxence revint tard ce soir-là. Cette fois, il appela avant. Sa voix semblait douce, voire pleine de remords. « Je suis à la porte. Je peux entrer. » Apolline ouvrit avec la chaîne mise. Dans ses mains, il tenait un grand sac provenant d'un magasin de matériel orthopédique. « Je sais que j'ai tout gâché, » dit-il. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je veux juste commencer par quelque chose de petit. Qu'est-ce que c'est ? Un oreiller cervical. Le médecin a dit que tu avais besoin d'un autre type de soutien pour la nuque. Notre ancienne chambre est devenue un endroit oppressant pour nous deux. Récupérons au moins notre sommeil. » Il lui tendit le sac. Apolline ne le prit pas immédiatement. À travers l'emballage d'usine d'origine filtrait une odeur familière à peine perceptible, faible, presque fugace, exactement la même qui avait persisté sur ses gants après avoir manipulé la thé d'oreiller la veille. Maxence la regardait intensément. « Prends-le, Apolline, je l'ai choisi moi-même pour toi. » Apolline leva les yeux vers son mari et comprit soudain. Il ne s'était pas repenti, il n'avait pas eu peur et il ne s'était pas arrêté. Il lui apportait un second oreiller empoisonné. Apolline ne prit pas le sac. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Maxence. « Tu me regardes comme si j'étais venu ici armé. » L'oreiller sent, les objets neufs sentent toujours. Solange m'a interdit de changer ma literie sans que le garnissage soit vérifié. As-tu oublié que je suis allergique ? Il sourit, mais son visage resta tendu.
Maintenant, c'est le médecin qui décide sur quoi tu dors. Pendant ce temps, Solange s'inquiète pour ma santé. » Maxence serra le sac contre sa poitrine. « Apolline, je suis venue faire la paix avec un oreiller en voulant aider. Laisse-le à la porte, je le vérifierai. » Il resta quelques secondes à fixer la chaîne de sécurité. « Tu ne laisseras même pas ton mari entrer. Pas aujourd'hui. À cause de Delphine et à cause de tes actions dans la cage d'escalier, le verrou de Madame Moreau cliqua. Mais la voisine ne sortit pas. Elle fit simplement savoir qu'elle était à proximité. « D'accord, dit-il doucement. Je vais le laisser là, mais ne le jette pas. C'est cher. C'est moi qui l'ai choisi. » « Je sais. » Le sac atterrit sur le paillasson devant la porte. Maxence se tint dans le couloir pendant un moment comme s'il attendait qu'Apolline change d'avis. Puis ses pas descendirent les escaliers. Elle ferma la porte, glissa la chaîne et s'appuya contre le mur. La première fois pouvait être justifiée comme du désespoir, comme la pression des autres, comme de la folie. Le deuxième cadeau ne laissait aucune place à la clémence. Madame Moreau appela au bout d'une minute. « Il est parti, qu'est-ce qu'on fait avec le sac ? N'y touchez pas, je vais appeler Vivienne et je vais m'asseoir juste à côté de la porte, mon gratin refroidit de toute façon. » Solange arriva en une demi-heure. Derrière elle venait Vivienne avec un dossier et des gants fins. Madame Moreau confirma qu'elle avait écouté la conversation à travers la porte. Elles placèrent l'oreiller dans un sac à preuve plus grand. Solange gardait son calme, mais à un moment donné, elle craqua. Quel genre d'ordure un homme doit-il être à l'intérieur pour apporter ça à sa femme une deuxième fois ? « Ce n'est pas une ordure, dit Apolline. C'est du calcul. » Dans le hall, un officier de permanence documenta la remise de l'objet. Vivienne le lui rappela. L'inspecteur allait examiner les preuves sans grande indulgence et Apolline devait éviter de se disputer seule avec Maxence. Elle restera chez moi, dit Madame Moreau. J'ai un canapé libre et l'ouïe très fine. Le matin, Apolline se réveilla sur le canapé de la voisine. Pour la première fois depuis plusieurs jours, elle avait bien dormi. Son téléphone était rempli d'appels manqués de Maxence. Le dernier SMS était arrivé à 7h15. « As-tu décidé de me détruire ?» Elle ne répondit pas. À 10h, Geneviève appela Apolline. « Pouvons-nous parler de femme à femme ?»« Non, je suis dans le hall. Ne sois pas cruel. Maxence a tremblé toute la nuit. Il sait parfaitement ce qui se passe. Un homme fait une erreur et tu cours directement chez les avocats. » « Geneviève, la conversation est terminée. Tu n'as jamais eu d'enfant, dit soudainement sa belle-mère. C'est pour ça que tu ne sais pas ce qu'une mère est capable de faire quand son enfant est acculé. » Apolline laissa lentement échapper un souffle. Vous avez aussi eu une fille, vous auriez pu la sauver d'une autre manière. Sa belle-mère lui raccrocha au nez. 20 minutes plus tard, cependant, elle monta et elle ne vint pas seule. À côté d'elle se trouvait Maxence avec un visage cendré et les lèvres sèches. Apolline n'ouvrit pas la porte. « Je veux voir ma femme, dit-il à travers la porte. « Elle ne veut pas vous voir, répondit Madame Moreau depuis le couloir. Geneviève s'approcha du Judas. « Apolline, arrête de te cacher derrière les voisins. Nous sommes une famille. » La porte s'entr'ouvrit retenue par la chaîne. Une famille ne considère pas un enterrement comme une solution. Sa belle-mère tressaillit mais reprit rapidement son sang-froid. « Tu as lu une conversation privée et tu as écrit sur ma mort. » C'étaient des mots prononcés sous le coup de l'émotion. Je ne savais pas que Maxence allait faire une bêtise. Maxence leva la tête. « Maman, tais-toi, dit-il sèchement. » Pour la première fois, Apolline le vit se recroqueviller devant un simple ordre de sa mère. Un homme adulte qui s'était faufilé silencieusement à son chevet se transformait en un fils effrayé à côté de Geneviève, mais elle ne ressentit pas de pitié pour lui. Le droit d'être pris en pitié devait aussi se mériter. « Je veux qu'on trouve un accord, » dit la belle-mère. « À propos de quoi ? Tu vas retirer la plainte. Maxence ira où il voudra, tu lui laisseras un peu d'argent pour repartir de zéro. Nous oublierons ces conneries. Vous appelez une tentative de meurtre des conneries. » Maxence attrapa le bord de la porte. « Apolline, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. » Elle le regarda directement en face. « Et comment imaginais-tu mon matin ? Imaginons que tout se soit bien passé pour toi. Serais-tu entré dans la chambre ? Aurais-tu appelé les urgences ? Aurais-tu serré mon corps sans vie dans tes bras ? Ou aurais-tu tout de suite envoyé un message à ta mère ? » Geneviève haleta. « Arrête, je ne veux pas l'entendre. » Maxence fit un pas en arrière. « Il n'y eut pas de réponse, c'est pour ça que je ne retire pas la plainte, » dit Apolline, et elle ferma la porte. De l'autre côté, on entendit le bruit sourd d'une main frappant l'encadrement de la porte. « Tu vas le regretter, » dit la belle-mère désormais dépourvue de toute trace de douceur. « C'est enregistré. » Les informa calmement Madame Moreau. Les pas s'éloignèrent dans l'escalier. Après le déjeuner, Delphine appela. «
Il n'y avait plus de traces de son arrogance passée dans sa voix. « Maxence est chez vous ? Oui, il est arrivé il y a 1 heure. D'abord, il m'a supplié de le laisser entrer. Ensuite, il m'a dit que j'avais l'obligation de l'aider. Il est convaincu que vous lui avez tout pris. Si vous avez peur, allez chez la voisine. »« J'ai déjà peur ?» En fond sonore, une porte claqua. « Delphine » appela une voix d'homme. « À qui parles-tu » Delphine baissa la voix. « Il me demande de l'argent. Il dit qu'il doit partir loin. Je ne vais pas lui en donner. »« Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. » Apolline écouta Maxence. « Dis-lui que nous étions ensemble ce jour-là. » Delphine ne répondit pas, et elle ne parlait plus dans le téléphone. « Tu voulais que je sois ta femme, Maxence, pas le remplacement d'une femme morte. » Un lourd silence s'installa, puis un fracas retentit. « Il a frappé le placard, » murmura Delphine. « J'ai allumé l'enregistreur. Sors de là tout de suite. » Plus tard dans la soirée, Delphine Laurent en personne se présenta chez Apolline. Elle portait un manteau gris et avait perdu son glamour d'antan. Elle tenait une clé USB et son téléphone portable. « Voici la conversation et les SMS. Donnez-les à votre avocate. Pourquoi êtes-vous venu en personne ? Je voulais vérifier que vous étiez toujours en vie. » Delphine n'entra pas immédiatement. Elle regarda le salon, le canapé où reposait la couverture. « Il m'avait dit que vous viviez comme 2 étrangers. Parfois, les trahisons ont besoin d'une scène. » Apolline prit la clé USB. « Je pensais que vous étiez un obstacle à son bonheur. Il s'avère que j'attendais juste qu'une place se libère. » Apolline n'essaya pas de la réconforter. « Partez et n'ouvrez pas la porte à Maxence. » Delphine acquiesça et partit. Cette nuit-là, Rosalie appela. « Je suis chez ton amie Solange, dit-elle. Bastien me cherche. Maman m'appelle en hurlant à la trahison. Tu es en sécurité pour l'instant. Oui, Apolline. Si je me tais, ma fille m'en grandira en pensant que parce qu'elle est pauvre, il est justifié de souhaiter la mort d'une autre femme. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tout raconter. Les discours de maman. L'histoire de l'appartement, comment elle disait « De toute façon, Apolline est toute seule. Je ne savais pas pour la fiole, mais j'en ai assez entendu. Est-ce que Vivienne peut t'aider à déposer ça correctement ? » Non, laisse l'inspecteur me convoquer. Je ne veux pas que ça ait l'air de m'avoir acheté en aidant mes enfants. Dans ces mots, pour la première fois, ce n'était pas quelqu'un qui mendiait la charité qui parlait, mais une mère. Aux premières heures du matin, Maxence revint. Il ne sonna pas à la porte, il s'assit simplement sur les marches devant la porte. Apolline entendit un bruissement, puis sa voix. « Apolline ». Elle s'approcha pieds nus. Madame Moreau était déjà dans le couloir de son propre appartement, avec son téléphone à la main. « Ne lui ouvrez pas la porte, » dit la voisine. « Je n'en aurais pas l'idée. » De l'autre côté de la porte, Maxence laissa échapper un rire amer. « Je sais que tu es là, tu as toujours marché pieds nus quand tu avais peur de réveiller les autres. » Apolline ne dit rien. « Tu te souviens de notre premier appartement en location ? Les propriétaires avaient toujours une fuite dans la plomberie. Tu mettais un seau et tu disais qu'au moins on avait notre propre coin. Ton père me considérait comme un moins que rien, et tu lui as dit qu'il verrait de quoi j'étais capable. » Elle appuya son front contre la porte froide. « Et je l'ai vue, Apolline, dans ton appartement, entourée de tes souvenirs, sous le portrait de ton père. Je suis restée un moins que rien. J'étais ton mari tant que j'acceptais de vivre selon tes règles. Tu aurais pu partir avec quoi ? Avec tes mains, tes pieds et la conscience tranquille. Tu ne peux pas payer les factures avec une conscience. Ma mère me répétait chaque jour « Rosalie va se noyer, les enfants vont se noyer, Delphine te quittera si tu ne prends pas une décision une fois pour toutes. J'en ai eu marre d'être le faible et j'ai décidé de devenir un meurtrier. » Le silence tomba de l'autre côté de la porte. « Je ne voulais pas que tu souffres. Quelle délicatesse !» « Ne parle pas comme ça, je t'aimais. » Quand je mettais les gouttes sur l'oreiller, le bruit de l'arrière de sa tête heurtant le mur se fit entendre. Le bruit était sourd. Ma mère me l'a donné. Elle m'a dit que tu ferais une crise comme la dernière fois, que tu ne t'en apercevrais même pas, que les médecins l'attribueraient à la maladie. Apolline ferma les yeux. Ça y était. Ce n'était pas des aveux complets. Ce n'était pas du repentir, mais c'était la vérité qui débordait à travers l'apitoiement sur soi. Et le deuxième oreiller, Maxence ? Maxence se tut. Ma mère me l'a donné aussi. Je devais finir, sinon tout s'effondrait. Madame Moreau était déjà en train de composer un numéro. Va-t'en, Maxence. Ouvre la porte. Je resterai à genoux s'il le faut. Ce n'est pas la peine. Je t'ai déjà vu debout, près de mon lit. Il se mit à pleurer. Que ce soit sincère ou par impuissance, Apolline ne chercha pas à le savoir. Les larmes ne changeaient plus rien. Quelques minutes plus tard, des policiers montèrent sur le palier.
Maxence essaya de leur expliquer qu'il était seulement venu parler à sa femme, que c'était une dispute conjugale exagérée, qu'il n'avait menacé personne. Madame Moreau leur remit l'enregistrement. Apolline n'intervint pas, elle resta derrière la porte fermée, écoutant les pas de son mari s'éloigner dans l'escalier. Le lendemain matin, Rosalie alla voir sa mère. Apolline l'apprit plus tard par Solange. Rosalie avait emmené les enfants parce qu'elle ne voulait plus les laisser avec Bastien. Geneviève ouvrit la porte en peignoir avec son téléphone à la main. « Je vais aller voir l'inspecteur, » dit Rosalie. « Je vais lui raconter tout ce que j'ai entendu. » As-tu perdu la tête ? Non, j'ai enfin retrouvé la raison grâce à elle, à cause de cette idiote sans enfant. La fille aînée se cacha derrière sa mère. « Mamie ne parle pas de Tati Apolline comme ça ?» Geneviève leva la main non pas contre sa petite-fille, mais contre sa fille. La gifle fut fulgurante. Rosalie fit un pas en arrière, mais elle ne pleura pas. « Maintenant j'y vais définitivement, » dit-elle. La petite fille hurla soudainement. « Je ne veux pas vivre dans l'appartement de Tati Apolline si Tati Apolline doit mourir. » Même Geneviève ne sut que répondre à cela. En fin d'après-midi, l'inspecteur Lefebvre convoqua officiellement Rosalie pour un interrogatoire. Apolline ne connut pas les détails de l'interrogatoire, ni ne posa de questions à ce sujet. Un appel de Vivienne suffit. « Ils ont arrêté Maxence, » dit l'avocate. « Pour le reste, il est trop tôt pour en discuter. » Apolline était assise dans la cuisine. Devant elle se trouvait une tasse propre. Ses mains ne tremblaient plus. « Et ils enquêtent sur Geneviève aussi. Ne l'appelez pas, ne la rencontrez pas. » Mais sa belle-mère vint de son plein gré. Le lendemain tard dans la soirée, elle se tenait seule près de la porte du hall, sans sac et sans son masque d'inquiétude. Apolline rentrait de chez Solange accompagnée de madame Moreau. « Tu es heureuse ?» demanda Geneviève. Apolline s'arrêta. « Non, ils m'ont enlevé mon fils. Tu as monté ma fille contre moi. Des étrangers m'ont enlevé mes petits-enfants. Tu as gagné. Personne n'a gagné ici. » Bien sûr que si. Tu as de l'argent des médecins, des avocats, des voisines, et Rosalie n'a que ses enfants. Rosalie avait ses enfants. Vous aviez votre fille. Vous avez tous choisi de ne pas les sauver, mais de me tuer. Sa belle-mère fit un pas vers elle, mais une voiture d'un foyer pour femmes se gara dans la ruelle. Rosalie sortit, et derrière elle, ses 3 enfants. La grande tenait son frère par la main. Le petit dernier dormait reposant sur l'épaule de sa mère. Geneviève se tourna vers eux. « Rosalie !» La fille s'arrêta une seconde. Son visage était pâle mais serein. « Les enfants montaient dans la voiture, » dit Rosalie. « Mais j'ai tout fait pour vous tous. » Rosalie ouvrit la porte et installa le plus jeune à l'intérieur. Puis elle regarda sa mère. « Pour nous, tu aurais dû mener une vie honnête. Pauvre, mais honnête. » Elle ferma la portière de la voiture. Geneviève resta clouée sur place devant le hall. Pour la première fois depuis tout ce temps, elle n'avait pas l'air forte ou autoritaire. Elle était simplement une femme dont le propre sang lui avait tourné le dos parce qu'il ne voulait pas devenir la justification de la mort de quelqu'un d'autre. Apolline passa juste à côté sans se retourner. Son dos ses joues, se souvenait encore de la gifle devant elle, l'attendait le procès, les témoignages, le divorce et une chambre vide. Mais depuis cette nuit-là, elle savait déjà que la serrure la plus dangereuse de sa maison avait enfin été ouverte. Non pas celle que Maxence ouvrait secrètement, mais celle qui la maintenait piégée dans une famille étrangère, où l'amour avait été remplacé depuis longtemps par le pur intérêt personnel. Après l'arrestation de Maxence, l'appartement devint trop grand. Apolline revint le lendemain avec Solange et madame Moreau. Sur la table de l'entrée restait la clé que Maxence avait jetée après la dispute. Solange alla dans le salon, ramassa la couverture du canapé et la serra contre sa poitrine. « C'est là que tu as dormi ou essayé. Alors on va commencer ici. » Elles ouvrirent simplement les fenêtres, fourrèrent la vieille literie dans des sacs poubelles et retirèrent de la chambre les 2 oreillers qui n'avaient plus rien à voir avec le sommeil. Apolline se tenait près du lit, regardant l'espace vide sur la table de chevet où le téléphone de son mari et un verre d'eau avaient l'habitude de reposer. Maintenant seul, un silence étranger restait. « Tu veux qu'on jette tout ?» demanda Solange. « Pas tout. » Elle sortit une petite boîte de vêtements de bébé et la serra contre sa poitrine. Après sa sortie de l'hôpital, elle n'avait pas pu la ranger trop loin. Maxence lui avait dit alors qu'ils devaient surmonter la douleur ensemble. Plus tard, cette même douleur fut ce que sa mère transforma en arme. Ça reste, dit Apolline. Madame Moreau se tourna vers l'intérieur depuis la fenêtre. Et le lit? Apolline passa la main sur la tête de lit en bois. Le lit s'en va aussi. L'après-midi, les déménageurs engagés par Vivienne arrivèrent.
Solange garda un œil pour qu'il ne prenne pas les mauvais meubles. Madame Moreau apporta un gratin et dit qu'une personne qui ne mange pas fait des erreurs stupides. Lorsque la chambre fut laissée vide, Apolline y entra pour la première fois sans avoir peur de marcher sur un piège invisible. Des murs blancs démarquent là où les meubles avaient été des bandes de poussière sur le sol. La pièce ressemblait à une page blanche dont une histoire macabre avait été effacée. « Tout sera différent ici, » dit Solange. Oui, le lendemain, Vivienne lui remit une lettre de Maxence. Elle était arrivée par l'intermédiaire de son avocat. « Je ne suis pas obligée de vous la donner, mais vous m'aviez demandé de vous montrer tout ce qui vous touche personnellement. » Apolline fixa l'enveloppe pendant un long moment. L'écriture de son mari lui était douloureusement familière. Il fut un temps où il lui laissait des mots sur le frigo. « Achète du pain, n'oublie pas ton écharpe, je t'aime. » Je veux la lire. Apolline ouvrit l'enveloppe dans la cuisine. Maxence lui écrivait sur la pression de sa mère, les dettes de Rosalie, les exigences de Delphine et la peur de passer toute sa vie comme le mari d'une femme avec de l'argent sans le droit d'avoir une vie à lui. Il lui rappela l'hôpital, la maison au bord du lac d'Annecy et la supplia de ne pas être impitoyable avec lui au procès, mais l'essentiel manquait dans toute la lettre. Il n'écrivit pas une seule fois qu'il avait souhaité sa mort. Vivienne remit l'enveloppe dans une pochette en plastique. C'est aussi une réponse. Non, la réponse était sur l'oreiller. Quelques jours plus tard, Delphine appela. Sa voix semblait assourdie, dépouillée de son insolence passée. « Je dois rendre des boucles d'oreilles. Maxence les a achetées avec votre compte joint. D'après ce que j'ai compris, donnez-les à l'inspecteur. Je voulais le faire en personne. Ce n'est pas la peine. » Un long silence tomba à l'autre bout. J'ai été renvoyée. Ils m'ont dit que le magasin de meubles ne voulait pas de ce genre de scandale. C'est drôle. Quand vous acceptiez les cadeaux du mari de quelqu'un d'autre, les scandales vous convenaient très bien. Apolline ne répondit pas. J'ai été une idiote, continua Delphine. Je voulais juste vous dire que je pensais que vous étiez une nuisance et que vous viviez votre propre vie. J'ai accepté de prendre une place qui ne s'était même pas encore libérée. Ce n'est pas à moi de juger. Je sais. Je donnerai mon témoignage, tout ce que je sais, sans rien demander en retour. Faites-le pour vous-même. Le procès commença quelques mois plus tard. Avant cela vinrent les interrogatoires, les rapports d'expertise, les appels de l'avocate, le divorce et les jours étranges où le matin Apolline oubliait que Maxence n'allait plus entrer dans la cuisine. Vivienne n'expliquait strictement que ce qui était nécessaire. Le rapport du médecin légiste confirma la présence d'une substance dangereuse sur la première taie d'oreiller et dans le deuxième oreiller. Les SMS de Maxence avec sa mère furent versés aux pièces à conviction. Delphine témoigna. Rosalie raconta les conversations de Geneviève. Le reste se passa derrière les portes des bureaux où Apolline n'avait pas l'intention de regarder. À la première audience, Maxence semblait avoir vieilli. Son costume était trop grand pour lui et il cachait ses mains sous la table. Quand Apolline entra, il se leva si brusquement que l'huissier fronça les sourcils. « Apolline !» soupira-t-il. Elle passa juste devant lui et s'assit à côté de Vivienne. Geneviève maintint une attitude différente. Le dos droit, le menton haut, les lèvres pincées. Elle ne regarda pas son fils une seule fois seulement à Apolline, comme si elle était la cause de tout. Quand les SMS furent lus à haute voix, Maxence baissa la tête. Geneviève pâlit pour la première fois. Après le divorce, tu n'obtiendras presque rien. Après l'enterrement, tout sera à toi. Cette phrase résonna dans la salle d'audience dépouillée de la cuisine familiale, sans le thermos de soupe, sans les plaintes concernant les petits-enfants. Et à cause de cela, elle sonnait encore plus terrifiante. Rosalie témoigna une semaine plus tard. Apolline la vit dans le couloir du palais de justice. Elle portait un manteau simple. Les enfants étaient restés avec une connaissance. « Je dirai la vérité, » dit Rosalie. « Léonie m'a demandé après cette nuit-là s'il était possible qu'on te tue pour un appartement. Je ne veux pas qu'elle grandisse avec ce doute en elle. » Dans la salle d'audience de la cour d'assises, devant le président et les jurés, il fut dur pour Rosalie de parler. Elle se trompa dans les dates, pleura, demanda de l'eau, mais déclara clairement le plus important. Sa mère lui avait promis une vie normale quand Maxence résoudrait le problème avec sa femme. Bastien avait parlé aux enfants du futur appartement. Geneviève appelait Apolline la femme sans enfant et disait qu'elle était de trop. Maxence avait peur de repartir sans patrimoine. « Je voulais croire qu'il s'agissait d'un divorce, » dit Rosalie. « Ça m'arrangeait de le penser. C'est ma plus grande honte, mais je n'ai pas souhaité la mort d'Apolline. » Puis elle se tourna vers Apolline. «
Tu as nourri mes enfants et j'ai laissé ma mère te haïr pour ne pas donner assez. Pardonne-moi si tu le peux. » Le président de la cour d'assises la rappela à l'ordre, mais gentiment, tandis que les jurés suivaient chaque mot en silence. Apolline ne répondit pas. Delphine témoigna sans larmes. Elle s'accrocha au bord de la barre des témoins, comme si elle avait peur de faire un pas en arrière. « Maxence m'a promis que nous vivrions ensemble, » témoigna-t-elle. Il a dit que le divorce n'était pas financièrement sain pour lui. Puis il a dit que tout allait s'arranger et que ce ne serait pas devant les tribunaux. Je ne lui ai pas demandé ce que ça voulait dire. Ça m'arrangeait de ne pas demander. « Étiez-vous au courant de son intention de nuire à son épouse » demanda le procureur. « Non. Au moment où je l'ai compris, il était trop tard pour faire semblant que je n'étais que la maîtresse. » Geneviève écouta tout le monde comme si elle assistait à la disgrâce des autres. Mais quand son tour vint, sa voix trembla de façon inattendue. Je ne pensais qu'à mes petits-enfants, à ma fille, au fait que mon fils avait passé des années à vivre dans l'opulence des autres et n'avait rien à lui. Pourquoi le fait d'aider vos petits-enfants devait-il commencer par la mort d'Apolline » lui demanda le procureur. Elle resta silencieuse pendant un long moment. « Les riches survivent toujours de toute façon. » finit-elle par dire d'une voix basse. Quelqu'un étouffa un halètement dans la salle d'audience. Maxence se couvrit le visage de ses mains. Rosalie sortit dans le couloir. Apolline resta immobile. Ce qui la frappa le plus fut ce manque d'acceptation de la culpabilité. Le fait que jusqu'à la toute fin, sa belle-mère n'avait pas compris qu'il ne s'agissait pas de richesse, mais de la vie elle-même. Le verdict de la cour d'assises rendu par les jurés et les magistrats professionnels tomba à la fin du printemps. Maxence fut condamné à une peine de prison ferme. Geneviève fut également reconnue coupable comme complice qui non seulement connaissait le plan, mais avait poussé son fils à l'exécuter. Bastien dut répondre de ses menaces et de coercition domestique. Et Rosalie lui demanda le divorce. Delphine Laurent n'alla pas en prison, mais elle perdit son emploi, sa réputation, les cadeaux et ce beau mensonge sur lequel elle avait fermé les yeux. Après le procès, Rosalie attendit Apolline à la sortie. « Je ne suis pas là pour l'argent, » s'empressa-t-elle de dire. « Et n'aie pas peur. Je n'ai plus peur de toi. » Rosalie eut un sourire amer. « Avant cela, m'aurait offensé. » Apolline lui tendit une enveloppe. Voici les coordonnées d'un avocat aux affaires familiales, d'un pédopsychiatre et l'adresse d'un entrepôt où ils embauchent des femmes en formation. Le salaire est bas, mais ils offrent des contrats légaux. Rosalie prit l'enveloppe des deux mains. Pourquoi continues-tu d'aider mes enfants et moi? Seulement jusqu'à ce que tu puisses te débrouiller seule et ensuite continue d'avancer. Elles ne s'étreignirent pas. Il y avait trop de douleur entre elles pour des gestes publics. Mais pour la première fois, Rosalie ne s'éloigna pas comme une mendiante, mais comme quelqu'un qui tenait les rênes de sa propre vie. L'été venu, Apolline finit de rénover la chambre. Papier peint clair, un nouveau lit des rideaux unis et une table de chevet débarrassée d'objets superflus. Solangerie disant que la pièce ressemblait enfin à un endroit pour se reposer et non à un mausolée de souvenirs. « Es-tu vraiment prête à dormir ici ?» demanda son amie. « Découvrons-le. » « Je peux rester. Reste pour le café. Je passerai la nuit seule. » Madame Moreau apporta un gratin et leur ordonna strictement de mettre la cafetière en marche. Un appartement vide après une rénovation sonne creux. Il faut le remplir de voix. Elles s'assirent dans la cuisine jusqu'à très tard. Solange raconta l'histoire d'un patient qui avait la phobie des chats. Madame Moreau se souvint comment, dans sa jeunesse, elle avait mis son petit ami à la porte de la maison pour avoir vendu son vélo. Apolline écouta et réalisa soudain qu'elle riait. Quand les invités partirent, l'appartement ne semblait pas mort. Les tasses, les restes, l'odeur du café fraîchement infusé et une simple chaleur humaine demeuraient. Avant d'aller se coucher, Apolline s'approcha du placard. La boîte de vêtements de bébé était toujours à l'intérieur. Elle en sortit un vêtement, le tint dans ses mains et le remit. Elle ferma le couvercle, sans le déchirement d'autrefois. « Tu as existé ?» dit-elle doucement à la pièce vide. « J'ai été mère, même si ce n'est que pour peu de temps. » Puis elle alla dans la chambre. Un oreiller tout neuf reposait sur le lit. Apolline l'avait choisi elle-même prenant son temps, étant méticuleuse, accompagnée de Solange, vérifiant la composition du garnissage et les certificats. Mais maintenant, ce n'était qu'un objet sans les mains de quelqu'un d'autre, sans calcul caché, sans intention sombre. Elle ne s'allongea pas. Elle s'assit sur le bord du lit en écoutant. De l'autre côté de la fenêtre, le bruit du quartier bourdonnait dans l'immeuble d'en face. Quelqu'un traîna une chaise. L'ascenseur soupira et descendit au rez-de-chaussée. Les bruits normaux ne semblaient plus être une menace. Apolline s'allongea sur le lit. Au début, elle ne parvint pas à s'endormir. Son corps se souvenait du canapé, de la chaîne de la porte, des murmures de Maxence dans le couloir.
Elle s'allongea sur le dos, puis sur le côté. L'oreiller sentait le tissu propre et une nouvelle maison. Le matin, elle se réveilla au son de son réveil. Sa poitrine respirait librement. Sa gorge n'était pas serrée. La pièce était lumineuse et sereine. Apolline ne sauta pas du lit. Elle resta allongée là pendant quelques minutes, s'autorisant à absorber que la nuit était terminée et pas seulement celle de l'autre côté de la fenêtre, mais cette nuit éternelle où ils avaient essayé de la laisser pour toujours. Elle arriva à la pharmacie vers midi. Le personnel l'accueillit prudemment, comme s'il ne savait pas s'il était approprié d'être heureux. Céline plaça un bouquet de fleurs sauvages dans un bocal en verre sur le comptoir. « Nous ne savions pas ce qu'il serait bon de faire, dit-elle. Nous avons opté pour quelque chose sans trop de chichi. » Apolline effleura les pétales de ses doigts. « C'est beaucoup mieux. » Dans l'arrière-boutique, tout était pareil. Les magazines, les bons de livraison, la vieille cafetière, sauf que maintenant, elle ne ressentait plus l'obligation de tout porter toute seule. Elle réunit les employés et délégua calmement les tâches, certains pour les fournisseurs, d'autres pour les plannings, d'autres pour l'inventaire. Personne ne protesta. L'après-midi, un SMS de Rosalie arriva. Ils m'ont embauché à l'entrepôt. Léonie s'est endormie la lumière éteinte aujourd'hui pour la première fois. Merci pour l'adresse. Apolline fixa l'écran pendant un long moment, puis elle tapa « Protège les enfants et toi-même aussi ». La réponse arriva presque instantanément. « J'y travaille ». Elle éteignit son téléphone et fut la dernière à verrouiller la pharmacie. Apolline marcha vers sa voiture lentement, sans sa vieille habitude de devoir se précipiter pour retourner à un endroit où seul Maxence l'attendait. À la maison, sur le plan de travail de la cuisine, reposait une part du gratin de Madame Moreau avec un mot « Ne vous plaignez pas, mangez-le ». Apolline rit, se coupa un morceau, se servit un verre d'eau et s'assit près de la fenêtre. La chambre n'invoquait plus la peur. L'oreiller n'était plus une pièce à conviction pour un procès. L'appartement avait cessé d'être un endroit où n'importe qui pouvait entrer avec la clé de quelqu'un d'autre et décider de son sort. Tard dans la nuit, elle traversa les pièces, vérifia la serrure, éteignit les lumières et s'arrêta à la porte de la chambre. À l'intérieur, il n'y avait ni Maxence, ni belle-mère, ni Delphine et les plans de personne, juste un lit, une taie d'oreiller propre et un silence. Elle n'avait plus aucune envie d'avoir peur. Apolline sourit, se mit au lit et ferma les yeux.